Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau webinaire. Alors cela fait déjà plusieurs mois que nous n'avons pas abordé cette thématique sur la communication de la marque Calliope pour l'utiliser au sein de son organisme, de son activité de formation. Bienvenue à tous. On va pouvoir démarrer. Alors déjà, je vais poser une première question pour m'assurer que on va pouvoir poursuivre dans les bonnes conditions. La qualité de l'image et du son est-elle bonne? Donc je vois qu'il y a déjà des premiers messages. Donc, bonjour à tout le monde, Nina, Jennifer, Amaury, Stéphane. Voilà, vous êtes nombreux à communiquer sur le chat et je vois aussi que la qualité du son et de l'image est bonne. Donc merci pour vos retours. On va pouvoir donc poursuivre la présentation de ce webinaire, à commencer par la présentation de ces 4 gestes succès. Donc pour les personnes qui nous suivent régulièrement, vous devez être habitués, de cette présentation. En tout cas, je vous les rappelle au cas où il y a des personnes qui soient, nouvelles dans cette, présentation. Donc le premier geste est de couper votre, téléphone, en tout cas à minima de le mettre en mode silencieux pour éviter les sonneries et les notifications. On a fait de même de notre côté pour éviter d'être perturbés. On est tous tentés de regarder l'écran dès qu'il s'allume ou qu'on entend une vibration. Le deuxième geste va de pair avec le troisième qui consiste donc, à l'outil de chat que vous avez déjà utilisé pour, nous saluer, dire bonjour et faire vos retours sur, la qualité du son et de l'image. Donc, premier onglet à utiliser pour l'interaction et un autre onglet questions, cette fois-ci à utiliser pour tout ce qui va être interrogation concernant le support et les informations qu'on va pouvoir vous délivrer. Je vous invite à bien distinguer ces 2 onglets, pour que derrière, en termes de modération, de notre côté, ce soit plus simple et je vous informe aussi que via l'onglet questions, vous avez la possibilité en tant que participant de voter, pour là où les questions qui vous semblent pertinentes et de notre côté, donc on aura, un indicateur supplémentaire pour prioriser les questions qui vous intéressent le plus. Et enfin, le quatrième et dernier geste, le focus donc sur, le support présentation, mais aussi, ma voix et celle de Afida que je vais présenter dans quelques secondes, qui est, l'intervenante du jour, pour vous assurer à tous une compréhension optimale. Donc comme je l'ai indiqué, je suis présent aujourd'hui avec Afida. Afida, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, bonjour Thomas. Donc Afida Mestre, je suis auditrice et chef auditrice chez ICPF depuis 2021. J'ai plusieurs années d'expérience dans la qualité de la formation professionnelle, notamment dédiée à l'audit Calliope. J'ai pu effectuer plus de 500 audits depuis la mise en place de la certification Calliope. Et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler de l'usage de cette marque. Et d'ailleurs, on a préparé avec Afida il y a quelques jours le support et j'ai compris que tu étais l'auditrice avec le plus, de d'audits à ton compte, en tout cas en termes de salariés chez CPF. Donc bravo, tu as dépassé donc Guillaume de quelques audits, sur ce classement. Donc pour ma part, je suis, Thomas Talby, donc votre animateur aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis responsable marketing opérationnel depuis septembre 2021 au sein de l'équipe et j'ai aussi une maîtrise dans l'écosystème de la formation, du fait de cette fonction et aussi du lien que j'ai avec, les clients et les acteurs de l'écosystème, pour vous aider, dans les étapes de votre démarche. Ensuite, donc présentation de l'organisation du support. Alors, il me semble que c'est une première concernant les précédents webinaires. Cette fois-ci, on a décidé de présenter, ICPF en fin de présentation pour, laisser davantage de temps sur, l'objectif du jour, hein, qui est de vous présenter la thématique de la certification. Donc première partie, un aperçu sur, la vision et les opportunités une fois que l'organisme a obtenu la certification Calliope. Deuxième point sur les règles et la charte d'usage, qui, vous incombe en tant qu'organisme certifié. Troisième point sur comment utiliser la marque Calliope, le certificat, le logo et 4e partie sur la présentation synthétique de CPF et enfin, cinquième et dernier point, les questions-réponses, à savoir que vous avez, la possibilité dès maintenant, de poser vos questions. Je vois que c'est le cas d'ailleurs, de 2 personnes qui, semblent avoir posé une question déjà. Alors j'ai une première question d'une personne. Donc vous pouvez déjà le faire et l'objectif de cette, 5e partie, donc en fin de webinaire, servira à traiter les questions qui n'auraient pas pu être traitées, tout au long de la présentation.
En tout cas, nous, on va, traiter les questions qui auront un lien direct avec, les slides qu'on va dérouler pour que ce soit plus, fluide en termes de présentation. Donc pour démarrer, sur l'après Calliope en termes de vision et d'opportunité, Afida, une fois, que l'organisme a obtenu, donc la certification, on est bien sur, le passage de l'audit initial et on retrouve les fameux, audits de surveillance et de renouvellement, que tu dois, sur lesquels tu dois rencontrer, encore, de nombreux, organismes, je pense, hein, qui fait qu'aujourd'hui tu arrives à ces 500 audits. Que peux-tu me dire de plus, sur, ces audits qui vont arriver, en mi-parcours pour la surveillance et à la fin du parcours, pour le renouvellement, avant de réenchaîner sur, un nouveau cycle? Alors en effet, l'aventure, Calliope, commence après l'audit initial et se poursuit tout au long de la durée de vie de la certification et vous avez des jalons, qui sont, identifiés. Le premier jalon, c'est l'audit de surveillance qui est réalisé à mi-parcours, entre le 14e et le 22e mois. Cet audit, il peut être réalisé à distance. Donc l'objectif, c'est de démontrer que, le dispositif est toujours conforme et que si vous avez apporté des améliorations, des modifications à ce dispositif, à votre système qualité, celle-ci a été faite en conformité avec les exigences du référentiel dans les dernières versions, du guide de lecture. Donc là, pour rappel, nous en sommes à la V9 du guide de lecture applicable depuis le 8 mars 2024. Une fois cet audit de surveillance validé, l'avis de votre certificat se poursuit et pour renouveler sa durée de vie pour 3 années supplémentaires, il vous faut donc réaliser votre audit de renouvellement entre le 25e et le 36e mois de la certification. Bien prendre en compte les délais pour ne pas louper la date, et ne pas faire votre audit dans la précipitation. Donc l'objectif est toujours le même, démontrer la conformité de votre organisme aux exigences du référentiel et à l'issue de cet audit, vous pourrez obtenir pour votre organisme le renouvellement de la certification pour 3 ans à partir du lendemain de sa date anniversaire. Donc ça, c'est pour les audits. Tout ce circuit-là que vous voyez, qui est donc un circuit fermé, une fois que vous passez le renouvellement, eh bien, pareil, à mi-parcours, vous repassez un audit de surveillance et 18 mois plus tard, un audit de renouvellement. Tout ce parcours-là, il est financé par la redevance, qui est facturée à date anniversaire de votre certificat chaque année. À l'anniversaire de votre certification, la redevance vous est facturée et vous permet de financer la surveillance et le renouvellement. Oui, tout à fait. Donc, on a, mis en place ce schéma pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de la redevance. Donc, on est bien sur un système qui permet, comme, Afida l'a indiqué, de financer la réalisation des audits de surveillance et de renouvellement. Donc, c'est une facture annuelle qui vous permet de lisser le coût de la certification sur l'ensemble de votre cycle et de n'avoir donc, que les factures, on va dire, qui vont plutôt être concernées sur d'éventuelles options ou, des frais de déplacement de l'auditeur sur le reste de la vie de votre certificat. Donc en premier cycle, on a un engagement sur, la certification initiale, donc l'audit initial. Une première redevance qui va se situer entre l'audit initial et la surveillance. Ensuite, l'audit de surveillance. Entre la surveillance et le renouvellement, une deuxième facture de redevance et ainsi de suite, jusqu'à temps que, le certificat soit actif, et que vous soyez donc considéré en tant qu'organisme certifié Qualiopi. Donc cette redevance, elle peut, varier en fonction de critères. Ce sont des critères qui vont avoir un impact sur la durée de l'audit. Donc vous l'avez déjà découvert lors de votre audit initial. En fonction du chiffre d'affaires, de votre nombre de sites, du nombre de catégories ou d'un statut de nouvel entrant, la durée d'un audit peut varier et donc c'est aussi un paramètre qui va, avoir un impact sur cette redevance puisqu'elle évolue en fonction de l'activité de votre, organisme et de la durée de l'audit.
Donc dans le cadre de ces audits, on va retrouver donc des attentions particulières. En tant qu'auditrice, AFIDA, quels sont les éléments sur lesquels on peut pointer, pour, des organismes qui sont en train de préparer soit la surveillance ou le renouvellement? Alors, les points de vigilance à prendre en compte et qui sont pris en compte par, l'auditeur et qui doivent donc être pris en compte par l'audité, ce sont déjà les non-conformités éventuelles de l'audit précédent. Elles feront toujours l'objet d'une vigilance particulière de l'auditeur pour, observer comment l'organisme a corrigé le système et s'il a maintenu cette correction pour rester en conformité. Et donc il vérifiera les actions associées au traitement, des non-conformités, notamment les non-conformités mineures, car, vous le savez peut-être pour ceux qui ont été confrontés à, ce type de non-conformité, elles ne sont pas levées à l'issue de l'audit, elles sont traitées et elles ne sont levées qu'à l'issue de l'audit suivant. Donc s'il y a une non-conformité mineure à l'audit initial, elle reste enregistrée au dossier jusqu'à l'audit de surveillance et là l'auditeur vérifie que vous avez bien pris en compte cette non-conformité, mis en place les actions associées à celle-ci pour la traiter et la lève définitivement à l'issue de l'audit de surveillance si tout est conforme. L'auditeur est aussi vigilant au changement de situation de l'organisme, changement de site, changement de chiffre d'affaires, changement de catégorie d'action. Si entre-temps il y a eu des audits d'extension, c'est une certification, comme on vous le dit depuis le début, elle a une vie et donc il peut y avoir des évolutions dans la vie de la certification. Vous pouvez étendre votre certification à d'autres catégories d'actions si vous souhaitez développer votre activité, mais également déménager ou ouvrir des sites supplémentaires dans le cadre de votre développement au sein de votre organisme de formation. Et bien entendu, et c'est par cela que démarrent tous les audits, c'est le bon usage des marques, donc les logos. Quand on parle de marque, on parle de logo, le logo Calliope, le logo ICPF et le logo du POFRAC. À chaque audit, le bon usage de ces marques est toujours vérifié. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, approfondir ces points pour savoir comment se déroule un audit de renouvellement ou comment préparer au mieux votre audit de surveillance, Thomas vous a mis 2 liens vers des articles qui sont présents sur le site internet d'ICPF et vous aurez les liens cliquables sur le support qui vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'invite, Lucas qui est présent en modération de pouvoir nous partager ces 2 articles pour les personnes qui souhaiteraient avoir, le lien directement sous la main afin de les consulter en fonction de votre étape dans le parcours de certification. Donc ça nous fait une transition d'ailleurs sur, la deuxième partie puisqu'on va démarrer, à parler de l'utilisation de la marque Calliope. Mais d'ailleurs, Calliope est bien une marque, mais avant de s'intéresser à son utilisation, pour bien comprendre dans quel écosystème, elle s'inscrit, quelles sont les différentes parties prenantes AFIDA qui interagissent autour de la certification. Alors, la certification au Calliope, en effet, elle a un impact sur tout l'écosystème de la formation professionnelle. Il y a déjà le propriétaire de la marque, qui est l'État. Ensuite, les utilisateurs de cette marque, qui sont les organismes de formation certifiés, mais également les organismes certificateurs tels qu'ICPF, qui ont un droit d'usage, tout comme les organismes de formation, un droit d'usage sur cette marque. Il y a également un impact sur les destinataires de cette marque, celles sur qui elle a un impact, donc les financeurs qui, à partir de cette certification Calliope, vont accéder ou pas à la demande de financement des formations de la part de vos clients, de vos stagiaires, mais bien sûr, les stagiaires en premier lieu qui vérifient que l'organisme auquel il faut appel soit bien certifié Calliope pour leur assurer un droit à des financements mutualisés. Et bien entendu, il y a les garants de cette certification. Donc, on retrouve les organismes certificateurs et les instances de labellisation. ICPF, comme tous les organismes certificateurs, a une mission de garantir un bon usage des marques et donc de surveiller le bon usage des marques de tous ces certifiés. La Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, qui, pour le compte de l'État, est garant aussi de cette certification et les évaluateurs des établissements de l'enseignement supérieur qui sont de fait également certifiés Calliope.
Et une fois qu'on a bien identifié ce paysage, dans lequel, la certification Calliope existe, en tant qu'organisme certifié, il est intéressant de comprendre, d'identifier, les acteurs vers lesquels cette certification a de la valeur, surtout dans un objectif de pouvoir identifier des opportunités de business supplémentaires par rapport à un organisme qui n'est pas certifié Calliope. Donc, on a aujourd'hui 3 principales opportunités, en tout cas 3 principaux publics vers lesquels, la certification Qualiopi va avoir de la valeur en tant qu'organisme. Le premier, ça va être bien sûr les financeurs. Aujourd'hui, quand un organisme, souhaite obtenir Qualiopi, c'est, la principale motivation, en tout cas c'est ce que nous on constate. Le deuxième point, ça va être pour les donneurs d'ordre, dans le cas de la sous-traitance. On a eu des évolutions avec des décrets qui, maintenant obligent certains sous-traitants à, se munir de cette certification pour pouvoir démontrer, d'une certaine conformité par rapport, à l'accès au CPF notamment. Et enfin, le troisième point, c'est auprès des marchés publics, puisqu'on a tout un une série d'appels d'offres ou d'appels à projets qui peuvent découler de ces acteurs-là et la certification Qualiopi est présentée comme une barrière à l'entrée, donc de d'avoir, cette marque dans votre communication, dans vos documents, permet de justifier, que vous pouvez participer à ces appels d'offres et donc répondre et être sélectionné par la suite. Donc pour, démarrer sur ces différents publics visés, on va, parler dans un premier temps, des financeurs. Donc aujourd'hui, vous avez une liste de financeurs, qu'il est possible de retrouver sur un article que nous avons rédigé sur notre site internet. Vous le trouvez aussi sur, sur l'article qu'il y a sur cette slide-là. On a repris, le jaune budgétaire, qui a été, publié, récemment par le ministère du Travail, dans lequel on retrouve, des statistiques. Donc en 2023 notamment, le secteur de la formation professionnelle représente un budget de 55 milliards d'euros, qui est réparti de la manière suivante: en première position, on va retrouver, donc les entreprises avec, 15 milliards d'euros, suivi des opérateurs de compétences, donc les OPCO, qui fonctionnent donc par branche avec 12 milliards. Ensuite, l'État avec 8,5 milliards d'euros. Heu, D'ailleurs, Afida, peux-tu me rappeler ce qu'on, va retrouver dans l'État puisqu'on avait l'échange avant de démarrer, qui va se différencier du coup, de la ligne du dessous Oui, pardon, quand on tout parle de à fait. fonction publique? Tout à fait. Alors, il y a cette distinction, elle est faite, alors les 8,5 milliards d'euros de l'État, ce sont les abondements de l'État, notamment dans le cadre des formations par apprentissage. Lorsqu'un employeur, recrute un apprenti, l'OPCO prend en charge la partie formation et l'État prend en charge la partie abondement. Alors jusqu'à fin 2024, c'était, jusqu'à 6 000 € par an pour l'embauche d'un apprenti. Donc là, c'est une aide pour rémunérer l'apprenti, ce qui est différent du financement OPCO qui, lui, finance l'organisme de formation. Donc l'État intervient en ce sens-là. Il intervient également dans les abonnements de France Travail pour tout ce qui est POEI, pour les contrats nouvelle embauche, par exemple. Merci. Et donc ensuite, on va retrouver donc le financement de l'État pour ce qui va être de la formation de ses propres, employés, donc dans la fonction publique, les fonctions territoriales, mais aussi, dans le secteur hospitalier, pour assurer donc cette montée en compétences ou, certaines transitions dans ce secteur-là. Heu, Ensuite, on retrouve France Travail avec 5,9 milliards d'euros, investis, les régions avec 4 milliards d'euros et enfin le CPF avec 2,1 milliards d'euros, sur lesquels on a eu des évolutions récentes. Vous pourrez retrouver donc le détail de ces informations dans un document PDF donc qui s'appelle le jaune budgétaire 2025, si vous ne l'avez pas encore étudié, puisque en tant qu'acteur de la formation, c'est un document qui est important pour pouvoir identifier, les évolutions de marché. Typiquement avec cette répartition, on peut identifier, un type de cible et se poser la question en termes de stratégie si, on souhaite se positionner plutôt sur un type de financement ou un autre et après réfléchir, au type d'action de formation ou, d'autres prestations de montée en compétences qu'on va proposer, sur ce marché-là.
On a notamment découvert dans le jaune budgétaire qu'il y avait une opportunité à créer, sur, tous les métiers qui vont concerner les métiers, de transition écologique et digitale. Donc dans votre activité, peut-être intéressant d'avoir cette prise en compte, pour répondre aux besoins du marché qui vont augmenter. Alors, on a préparé plusieurs sondages, pendant ce webinaire pour vous, donner la parole au-delà du chat et des questions que vous êtes en train d'utiliser. D'ailleurs, on va, prendre le temps dans quelques instants pour répondre à quelques questions, mais tout d'abord, je vous partage donc un premier sondage. En tant qu'organisme de formation, je souhaite savoir si, vous faites appel à des financements et si oui, donc lesquels? Alors, vous avez déjà donc le sondage, il me semble, qui est, disponible, directement depuis, les outils. Donc pour les personnes qui souhaitent savoir comment y accéder, qui n'auraient pas directement l'accès en bas à droite, vous avez, 3 petits points sur lesquels est écrit Apps et vous pouvez cliquer dessus et ensuite vous avez un nombre de raccourcis qui, est listé dedans. Vous retrouverez donc les sondages pour y répondre. Alors les résultats évoluent, en temps réel, mais là, dans ce que je peux observer, c'est qu'on est en majorité sur, des organismes de formation qui font appel à des financements via les OPCO, donc à 39. Ensuite des, financements qui s'obtiennent auprès des entreprises à 21. France Travail, à 16, également pour le CPF au même niveau et ensuite les régions. J'ai également laissé la possibilité de renseigner un choix autre. Je vous invite à nous indiquer dans le chat, pour les personnes qui ont sélectionné ce type de financement, de nous indiquer, quel type de financement il s'agit. Alors Afida, est-ce que tu as éventuellement un commentaire à apporter par rapport à ces résultats, de ton point de vue, soit d'auditrice ou alors de tes connaissances que tu as sur le secteur de la formation? Alors, ce que je remarque, c'est que les 2 principaux financeurs auxquels vous faites appel en tant qu'organisme de formation sont les mêmes que les 2 principaux financeurs de la formation. Donc les entreprises et les OPCO sont les 2 entités qui dépensent le plus pour former les salariés, et également, France Travail, et le CPF. Vous êtes très nombreux à vous engager dans le CPF, la formation certifiante, le bilan de compétences. C'est un souhait que je rencontre beaucoup en audit d'organismes de formation qui souhaitent se développer vers les formations finançables par le CPF. Merci pour vos réponses. En tout cas, on a préparé encore 2 autres, sondages, donc je vous invite à pouvoir, y répondre, pour contribuer aussi à cet échange et nous informer sur votre activité. Donc pour continuer sur les types de publics visés, sur, l'utilisation de la certification Qualiopi, on a également la situation de la sous-traitance Afida. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, sur cette situation, notamment avec, ce décret qui est paru, fin 2023, sur le CPF? Oui, donc en effet, ce décret de fin 2023 qui s'applique depuis avril 2024, il concerne 2 acteurs principaux, de la formation qui sont le donneur d'ordre, dirigeant d'un organisme de formation et les formateurs sous-traitants. Donc le donneur d'ordre doit s'assurer que ces formations encadrées par un sous-traitant, elles sont faites dans la limite de 80 du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'à minima, 20 des actions de formation ne doivent pas être sous-traitées et réalisées par des intervenants internes à l'organisme. S'il fait appel à des sous-traitants, il doit s'assurer que le sous-traitant ne va pas lui-même sous-traiter la formation et qu'il va assurer directement la mission qui lui sera confiée, qu'il respecte bien entendu les conditions générales d'utilisation de mon compte formation. Parce que quand vous inscrivez en tant qu'organisme sur EDOF, on vous demande de bien prendre connaissance des CGUS, très dur à dire, et de vous engager à les respecter. Il y a bien sûr un webinaire qui est devenu obligatoire maintenant, hein, quand on s'inscrit sur EDOF. De ne pas être, enfin,
s'assurer que le sous-traitant a bien un numéro de déclaration d'activité pour pouvoir lui sous-traiter une action de formation et qu'il détient soit la certification professionnelle, soit l'habilitation en lien avec la formation qu'il souhaite mener. Je vous donne un exemple concret avec de ce terme un peu technique. Vous proposez des formations en anglais vers une certification Piplet ou Lila. Il faut que vous assuriez que le sous-traitant à qui vous allez confier cette mission soit lui-même certifié Piplet, Lila, TOEIC ou autre, ou Cambridge, autre équivalent, et que donc il a le même niveau. Pour un titre RNCP de niveau licence en mécanique, il faut que votre sous-traitant, vous démontre qu'il a lui-même un diplôme de niveau licence en mécanique pour pouvoir assurer cette action de formation. Ce qui veut dire que, en tant que sous-traitant, vous devez détenir la certification professionnelle Calliope et la certification, le niveau de diplôme, l'habilitation requise par la formation que vous menez. Euh, et si vous êtes hors régime microsocial ou si vous réalisez plus de 77 700 euros de chiffre d'affaires, je ne sais pas si ça a bougé avec la prochaine loi de finances. Pour l'instant, c'est toujours Mmh, 77 mmh. 700. Pour l'instant, c'est Faudrait, également les chiffres que j'ai, oui, pas de changement en tout il cas n'y a pas sur, eu de changement, non. donc faudra être vigilant sur les éventuels changements futurs qui pourraient advenir. Mais vous serez dans l'obligation, dans ce cas-là, d'être certifié Calliope pour pouvoir continuer à travailler avec ce donneur d'ordre. Mmh. Donc c'est une vraie, réflexion à avoir en tant que sous-traitant aujourd'hui, de se demander si, on a besoin ou pas de Calliope. Dans tous les cas, il vaut mieux l'avoir pour éviter, que vos demain votre donneur d'ordre refuse, en vous le disant ou pas d'ailleurs, de travailler avec vous puisque vous n'avez pas la certification. Mmh, Puisque en tant que donneur d'ordre, Calliope, ça offre, quand même plus de sérénité, de confort dans les prestations qui vont être faites en sous-traitance, puisque les contrôles qui vont être effectués prochainement, sur cette activité, on parle bien de financement CPF, pourraient leur risquer un déréférencement sur plusieurs mois ce qui serait quand même, compliqué en termes de gestion financière pour cette activité. mmh, Donc, aujourd'hui, même si, au vu de ce qu'on vous présente, là sous les yeux, un donneur d'ordre préférera toujours faire appel à un sous-traitant qui va avoir Calliope, pour que ce soit plus simple en termes de gestion. Mais mmh, après, par contre, du point de vue du donneur d'ordre, il y a bien sûr, cette identification à avoir de tous ces critères, de prendre la liste de ces sous-traitants et de bien identifier, lesquels sont, concernés par cette obligation et donc on a bien ces différents critères-là, les critères majeurs qu'on va avoir vont bien être, de l'ordre du, régime, du statut, régime microsocial et ensuite du chiffre d'affaires en fonction du régime de ce formateur-là. mmh. C'est vrai qu'on observe beaucoup, c'est que là où on vous donne les informations légales et réglementaires qui régissent cette activité depuis avril, et vous voyez bien que côté donneur d'ordre, il y a plusieurs exigences qui lui demandent un suivi très assidu et il peut se comprendre que le donneur d'ordre se facilite les choses et allège au maximum sa partie de surveillance administrative en ne recrutant que des formateurs sous-traitants qui soient certifiés Calliope pour justement s'alléger de toutes les vérifications superflues. Mmh. Je vois d'ailleurs qu'il y a quelques questions sur, ce sujet-là. Je vais en prendre 2, mais pour les personnes qui auraient, besoin davantage de détails, je vous invite à vous inscrire au webinaire de la semaine prochaine qui portera sur cette thématique. Lucas vous a partagé le lien, il me semble, dans le chat. Donc on va prendre 2 questions. Une question de Catherine, donc les 77 700 €, est-ce pour une activité commerciale avec vente de biens ou sinon en vente de services, c'est 35 500 €? Alors on est bien sur un, chiffre d'affaires total, hem, puisqu'en fait, c'est ce seuil, qui va déterminer si vous aurez besoin de passer sur un nouveau statut, et donc que vous fassiez ce chiffre d'affaires sur de la formation ou de la vente, de biens ou autre, heu, c'est un cumul. On n'est pas uniquement sur un chiffre d'affaires réalisé uniquement en formation. Donc c'est à garder en tête.
Autre question, donc c'est, pour, question de Nina. Si le sous-traitant a un chiffre d'affaires inférieur à 70 500 € et donc il n'a pas besoin de Calliope, a-t-il besoin d'avoir la certification Piplet pour former ses apprenants, dont je suis donneur d'ordre, sur, anglais certification Piplet? Alors, Afida, étant donné que tu en as parlé, peut-être que tu auras plus Oui. d'infos à donner. Alors, en effet, il y a 2 niveaux d'exigence. Donc, le chiffre d'affaires, donc oui, vous l'avez bien identifié, s'il est en dessous de 77 000 € et qu'il est en un régime microsocial, il n'a pas besoin de certification Calliope pour être sous-traitant. Ensuite, il y a le deuxième niveau qui est la formation que vous proposez, qui est une formation certifiante ou RS ou RNCP. Donc, pour cela, vous devez démontrer, et donc EDOF, la Caisse des dépôts peut faire des contrôles et vous devez démontrer que les formateurs que vous recrutez, qu'ils soient intervenants internes ou externes, eh bien, les compétences requises pour mener à bien ces prestations. Et ça se fait à travers la démonstration qu'ils ont les certifications ou habilitations nécessaires pour former. Donc, Piplet, pour Piplet, pas forcément. Quelqu'un qui a une licence en langue étrangère appliquée en anglais peut tout à fait faire des formations certifiantes. Néanmoins, il faudra que vous puissiez le démontrer par ses diplômes, ses certifications, qu'il a bien les compétences nécessaires. Et ça rejoint l'exigence de l'indicateur 21 de Calliope. Lorsque vous recrutez un intervenant, vous devez démontrer qu'il a bien les compétences requises et que vous avez vérifié qu'il détenait bien les compétences requises pour mener à bien les prestations. Merci Afida pour ces compléments. On va, heu, on va approcher, la fin de cette deuxième partie sur, les publics visés pour utiliser la certification Calliope. Je vois des questions qui concernent, une utilisation plus, pragmatique de la certification en termes d'usage et de bonnes pratiques, sur ce qui est conforme ou pas. C'est le sujet de la partie suivante, mais, d'abord on va, terminer cette partie donc sur le sujet des marchés publics, donc appel d'offres. Comment aujourd'hui, la certification Calliope fonctionne et comment identifier ces opportunités d'affaires à FIDA, pour, faire du business? Alors en effet, Calliope va être la clé d'entrée, au financement, aux accès, d'appels d'offres. Ils sont de plus en plus exigés. Vous pourrez le voir notamment sur France Marché, hein, qui est le premier portail dédié, au dépôt des appels d'offres, publics, et donc vous pouvez retrouver France Travail qui fonctionne de plus en plus avec des appels d'offres de formation qui sont très sectorisés, régionalisés, les régions également, mais aussi les OPCO. Ça, les organismes de formation le savent moins, mais les OPCO font aussi des appels d'offres de formation qui vous permettent d'accéder à un financement automatisé à ces formations-là une fois que vous avez accédé au lot de l'appel d'offres qui concerne la formation. Et bien entendu, euh, ces donneurs d'ordre-là exigent la certification Calliope. Sans cela, vous êtes assuré de ne pas accéder à cet appel d'offres. Et donc l'accès à ces, différentes opportunités se fait, via le site France Marché. Mhm. Donc c'est le site principal. Il en existe d'autres, mais qui vont, je pense être connectés à celui-là pour, relier les informations. Mais en tout cas, restez, bien en veille sur cette activité puisque vous pourrez découvrir des opportunités pour votre activité et augmenter la rentabilité de votre organisme. Ensuite, on va reboucler ce sujet sur, l'utilisation de la certification Calliope. Donc que vous soyez, intéressé pour communiquer auprès des financeurs, auprès des marchés publics ou auprès des donneurs d'ordre, pour vous, vous avez donc différents supports, que vous obtenez en tant que certifié Calliope. Avec ICPF, il y en a 3. Le premier, c'est le certificat qui est disponible depuis la plateforme Noé, donc que vous recevez qui est téléchargeable au format PDF. Le second, c'est un bandeau Calliope dans lequel vous pouvez identifier donc la certification Calliope, votre périmètre de certification, donc à savoir là où les catégories qui sont intégrées à votre certificat.
l'identification du certificateur et le troisième élément, ça va être votre présence sur l'annuaire des certifiés, donc sur le site internet de ICPF pour donner encore plus, de portée, identifier si votre organisme, fait bien partie de ces organismes-là. Vous avez donc, une nouveauté, hein, qui est le bandeau Calliope, donc on a fait évoluer. Je vous informe si, certaines personnes souhaitent y accéder, qui n'ont pas encore, découvert comment. Donc c'est depuis, la plateforme Noé, hein, toujours, hein. C'est votre outil principal de gestion de la démarche de certification. Lorsque vous êtes sur le tableau de bord, vous avez, un accès à votre certificat, donc vous cliquez sur le certificat. Ensuite, voir les documents de marque, puis kit de communication et dans le kit de communication, vous avez un lien, bandeau Calliope. Donc on a édité l'ensemble des bandeaux avec, 1, 2, 3 ou 4 catégories, pour vous permettre d'accéder à celui qui correspond. Ensuite, dans, l'utilisation de la marque Calliope, donc que ce soit avec, le bandeau, l'annuaire, certificat, vous avez donc un logo à votre disposition et le plus important pour vous, c'est de vous assurer que votre organisme soit visible avec, cette marque. Donc vous avez, de renseigner un ensemble de bonnes pratiques à avoir, des exemples de supports sur lesquels vous pouvez intégrer le logo, à savoir des documents imprimés, des documents de présentation, votre communication en ligne et après, des éléments qui sont davantage physiques, des événements comme on vous propose, hein, c'est le cas aujourd'hui, avec, ce webinaire, hein, pour élargir votre réseau ou encore des, événements, qui vont être, de networking, qu'on organise tous les, 3 à 4 mois. Donc, on travaille actuellement sur la prochaine édition qui, coïncidera avec, les 30 ans de ICPF. Donc on vous réserve, de belles surprises sur cet événement. J'espère que vous serez présents. Donc on vous communiquera la date qui sera validée dans, les prochaines semaines, je l'espère. Et enfin, donc on va, terminer sur cette partie utilisation de la marque Calliope, qui va concerner les, exemples à avoir. Ce sont des exemples, qu'on va considérer de conformes, hein, qui vont être d'exemples de clients qui ont eux-mêmes communiqué sur la certification Calliope de leur organisme. On va retrouver un exemple sur les réseaux sociaux, à gauche, avec l'utilisation du certificat ou d'un bandeau de communication. En signature de mail, pour identifier le périmètre de la certification, le certificateur avec le coffrac ou encore sur le site internet comme on le voit en bas à droite, en dessous du formulaire d'information. Alors, on a vu, sur cette page-là, notamment, des exemples de communication conforme. Tous ces exemples vont être repris dans des documents de référence pour vous, règles d'usage et charte d'usage, sur laquelle je vais, demander à Afida d'être, plus exhaustive avec, son expérience d'auditrice et on pourra illustrer également, les bonnes pratiques et les choses à ne pas faire avec, donc des exemples. Donc Afida, à quoi correspond donc ce contrôle de l'usage de la marque de Calliope? Alors, le contrôle de l'usage de la marque et la vérification que vous utilisez bien la marque, hem, en conformité avec les règles qui sont définies dans le kit de communication, donc la charte d'utilisation, la charte graphique et le règlement, d'usage de la marque. Donc cette, vérification, cette veille, elle s'effectue par le certificateur, par ICPF, par la DGCIP, par l'État, mais également par les stagiaires et les organismes certifiés. Elle est effectuée à minima lors des audits, audits de surveillance et audits de renouvellement, à savoir que lors de l'audit initial, il y a également un point de vérification qui est de vérifier que vous ne faites pas usage de la marque parce que cet usage est réservé aux organismes certifiés Calliope. Et donc les règles, en cas de non-conformité, c'est le délai de 30 jours qui est imposé par le règlement d'usage. En cas de non-conformité à l'usage de la marque, vous avez 30 jours pour corriger votre communication et faire parvenir la preuve à ICPF qui vous aura notifié la non-conformité. Si la non-conformité est persistante, votre certification est suspendue au-delà de ces 30 jours
pour une durée de 15 jours supplémentaires avant retrait définitif de la certification et donc de l'usage de la marque parce que celui-ci est conditionné à l'obtention d'une certification Calliope. Et bien entendu, en cas de poursuite d'un usage abusif de cette marque, malgré le retrait de la certification Calliope, cela peut déboucher sur des sanctions directement par l'État qui est, je vous le rappelle, le propriétaire de cette marque. Alors, on va prendre, quelques questions, Afida, qui, vont avoir un lien direct sur ce sujet de l'utilisation. Une Mmh. question de Catherine qui a été la plus votée. Est-ce obligatoire d'afficher la marque ICPF Ecofrac à côté du logo Calliope ou peut-on se contenter de celui de Calliope? Alors, il n'est pas obligatoire de communiquer une marque. Ce qui est intéressant lorsque vous communiquez tout le bandeau, Calliope, ICPF, Ecofrac, c'est que vous identifiez toute la chaîne qualité. Votre organisme, la certification Calliope, l'organisme certificateur qui vous l'a délivré et le COFRAC qui est garant de tout le système qualité. C'est notamment pertinent pour les organismes qui travaillent avec des entreprises qui elles-mêmes sont certifiées par le COFRAC pour un ISO en particulier. Merci Afida pour cette réponse. On a une autre question de Fabienne, donc qui indique: «Je suis un peu, étonnée que l'on puisse utiliser la marque sur des diaporamas car on m'avait dit en audit, qu'on ne pouvait pas le faire car ce n'est pas la formation, pardon, qui est qualifiée, mais l'organisme de formation. Y a-t-il eu des changements?» Alors non, il n'y a pas eu de changement. Je pense que si tu peux revenir sur la slide précédente, Thomas, je pense qu'elle fait référence à la slide précédente. Alors c'est Ouais, le diaporama de c'était présentation générale. celle-ci, exactement. Voilà. Donc, c'est les documents de présentation de votre organisme de manière générale. Si vous faites un diaporama de présentation lors d'une conférence où vous présentez votre organisme de formation, vous pouvez apposer le logo Calliope comme vous pouvez le mettre sur la page de garde de votre catalogue de formation. Néanmoins, je vous rejoins sur ce que vous disiez par rapport au support de formation, donc votre support pédagogique. Il est interdit d'apposer la marque sur le support pédagogique car il a un lien avec une action de formation en particulier. Donc, il faut bien distinguer l'objectif qu'il y a derrière, l'usage de la communication. Est-ce que c'est une communication générale, mon diaporama de présentation générale de mon organisme, ou est-ce que c'est une présentation d'une action de formation, une proposition commerciale pour une action de formation ou un diaporama à usage pédagogique pour une action de formation? Là, il est interdit d'y apposer la marque Calliope. Et enfin, avant de reprendre la présentation, une question de Françoise: «Est-ce que l'on peut mettre la marque, Calliope sur une carte de visite?» Oui, vous pouvez apposer la marque Calliope sur une carte de visite, comme vous le faites par exemple en signature de mail. Vous pouvez apposer la marque également en signature de mail. Mmh. Donc on a vu, rapidement les référentiels qui, sont à utiliser pour vous assurer une communication conforme. Ils sont au nombre de 3. Donc on a déjà détaillé, le plan de communication, du certifié qui va vous servir aussi, de guide de bonne pratique avec, des éléments, sur lesquels élargir votre communication. Si on revient, plutôt au niveau de ministère du Travail, donc on a, 2 documents qui sont la charte d'usage de la marque de garantie Calliope et la charte graphique Calliope, où vous retrouverez davantage d'exemples visuels, pour vous permettre d'identifier ce qu'il faut faire ou ne pas faire avec le logo. Donc, ces 3 documents sont accessibles encore depuis la plateforme Noé. Donc pour les retrouver, je vous invite à vous connecter à votre compte. Depuis le tableau de bord, vous aurez, un accès à votre certificat ou sinon vous cliquez sur l'onglet certification puis certificat et enfin voir les documents de marque dans lesquels vous retrouverez donc ces 3 documents, en fonction de l'usage que vous souhaitez en avoir, soit pour les étudier ou, les mettre en application de manière plus pragmatique sur, l'utilisation d'un logo en fonction du support que vous, souhaitez. Afida, donc sur, l'utilisation de la marque, comment peut-on faire en tant que certifié pour s'assurer, qu'on soit dans les clous, et de manière efficace? Alors, il y a des points importants à prendre en compte. Donc,
L'usage de la marque, il doit être réalisé en respectant l'intégrité de la marque, c'est-à-dire la communiquer dans son intégralité, sans modification, sans ajout ni suppression, et bien s'assurer d'avoir la dernière version du logo Calliope. Il arrive encore qu'on voit l'ancienne version de 2020 dans certaines communications. Donc là est affichée à l'écran la dernière version sur le PowerPoint que Thomas nous partage aujourd'hui. La marque doit toujours être accompagnée de la ou des catégories d'actions pour lesquelles l'organisme est certifié. Comme vous le savez, il existe 4 catégories d'actions. Certains organismes sont certifiés sur 1, 2, 3 ou 4 de ces catégories et il faut toujours le mentionner. Pour cela, d'ailleurs, Thomas, vous le disiez tout à l'heure, nous avons amélioré le kit de communication et nous avons mis à votre disposition un bandeau, plusieurs formats de bandeaux prêts avec la et les catégories d'actions de 1 à 4 avec toutes les déclinaisons possibles pour que vous puissiez avoir un logo avec la mention prête à l'emploi dans votre kit de communication. Elle s'associe toujours sur des supports de communication générale. Donc, on en revient à la question qui était posée tout à l'heure. Communication générale, que ce soit pour des documents imprimés, des documents de présentation ou des supports de communication en ligne. Ouais, tout à fait. Et ensuite, vous avez une série d'exemples de documents sur lesquels vous pouvez apposer la certification Calliope. Donc, on va le rappeler à plusieurs reprises, puisque c'est une notion essentielle à avoir. Afida, tu viens de le dire, je vais le répéter encore une fois. Le logo Calliope va s'associer à une communication générale pour tout l'organisme et non une action de formation spécifique, puisque c'est l'objectif de la certification, c'est bien de certifier le processus de formation de votre organisme et non une formation particulière. Aujourd'hui, on peut voir sur certaines communications, ma certification est Calliope. On ne peut pas avoir ces mots, puisque ça va être considéré comme non conforme, et d'autant plus si on met le logo à côté. Là, en tant qu'organisme, on peut, risquer donc, une non-conformité et voir la suspension du certificat s'il n'y a pas de réaction, derrière. Donc soyez attentifs sur la communication que vous avez, de la certification Calliope et pour les bonnes pratiques, vous pouvez vous en servir sur des documents imprimés. Donc on avait déjà vu une liste tout à l'heure, mais bon, pour être plus exhaustif, donc il y a le catalogue de formation, sur lequel on retrouve bien entendu toutes les formations, mais sur la première de couverture, vous avez, donc la possibilité de la poser, puisqu'on reste sur la présentation de l'organisme. On va pouvoir le mettre sur des affiches, des brochures, des flyers, étant donné qu'on reste bien entendu sur une communication générale et d'autres documents de présentation, diaporamas, plaquettes, etc. Et enfin, des documents qui vont avoir davantage de visibilité, de portée, vont être sur les supports digitaux, avec des exemples, sur votre site internet, en signature de mail, Afida l'a indiqué, au même titre qu'une carte de visite et sur les réseaux sociaux, donc principalement sur LinkedIn, puisqu'aujourd'hui c'est, un réseau social qui va être largement utilisé, pour ce qui va concerner la communication professionnelle. Alors, on a eu une question, tout à l'heure que je vais, tenter de retrouver avant d'afficher la prochaine, slide. Voilà, une question de Marie qui va servir de transition. Au niveau de l'utilisation de la marque Calliope, pouvez-vous aborder les non-conformités qui engendrent la suspension de la certification? Voilà, je te laisse la parole, Afida, en affichant cette slide-là. Alors, les différents écarts qui peuvent être identifiés peuvent être dus à une absence, une communication tronquée ou une mauvaise communication. Donc, par exemple, utiliser le logo sans la mention de la ou des catégories d'actions certifiées, modifier la forme ou la couleur du logo, pour l'assortir à la charte graphique de votre organisme. Ça, il est interdit de le faire. Utiliser l'ancienne version du logo, je vous l'ai dit, elle a beau être très ancienne, on la retrouve encore parfois en audit. Associer le logo à une action de formation spécifique, et ça rejoint une question également qui avait posé Active Formation. Donc devis
Programme de formation, convention sont des documents spécifiques. Il est interdit d'y apposer le logo Calliope et masquer une ou plusieurs informations du certificat Calliope. Lorsque vous diffusez votre certificat, vous devez respecter son intégrité et donc le diffuser dans son intégralité. Alors merci Afida pour la présentation de ces différents cas concrets. Pour revenir sur l'utilisation de la marque du point de vue du certificat, donc vous avez, ce document qui a été mis à jour, hein, d'ailleurs qu'on a fait évoluer il y a plusieurs mois. Nous aussi, on a fait évoluer notre, communication. Donc Afida, toi tu parlais de 2 versions du logo Calliope. Là vous avez, la nouvelle version, du certificat Calliope de SCPF. Ce document, vous retrouvez, toute une série d'informations qui permet, d'assurer l'identification complète de l'organisme. Ça va être rassurant pour, le financeur, pour un donneur d'ordre en cas de sous-traitance, pour les marchés publics, mais aussi, auprès de vos stagiaires. Ça, c'est un élément essentiel. Aujourd'hui, en tant que certificateur, on peut traiter des demandes de stagiaires qui vont nous contacter en nous demandant: «Est-ce que, tel ou tel organisme est bien certifié Calliope?» Et le fait, directement, vous, de leur présenter ce certificat est déjà un gage de confiance. Donc on va retrouver là où les catégories d'action, on va retrouver le nom de l'organisme avec son NDA, qui est lui aussi répertorié sur la liste publique des organismes de formation, qu'on peut télécharger sur le site du ministère du Travail. L'adresse, de l'organisme, en tout cas des sites de formation ou du siège social et enfin de l'organisme certificateur, ce qui permet à certains stagiaires ou d'autres parties prenantes de contacter le certificateur en cas de besoin, d'information, ou de réclamation. Et donc, Afida l'avait déjà indiqué sur le logo, il en est de même pour, le certificat lorsqu'on le communique. Ce certificat doit être utilisé de manière intégrale, puisque, l'ensemble des informations doit figurer. Je prends l'exemple de, certains clients qui, sont, auto-entrepreneurs. Dans certains cas, l'adresse qui va être renseignée sur le certificat peut aussi être l'adresse de domiciliation. Et donc là, on va être tenté de se dire: «Bon, j'ai pas envie de mettre ça publiquement sur LinkedIn». Certaines personnes vont le masquer, mais ça va être considéré comme une communication qui est non conforme. Bien, prendre ça en considération et de préférer un affichage complet ou, si vous souhaitez, ne pas communiquer sur cette information-là, le faire autrement avec le logo en rappelant bien le périmètre de certification, par exemple. Alors, on va pouvoir, identifier des cas, plus, visuels de la communication de la certification Calliope. Ce sont des exemples qui sont tirés, de la charte graphique, hein. C'est le document dans lequel vous retrouverez, ces cas d'usage. On retrouve tous les exemples sur cette page à ne pas reproduire, pour une communication qui sera du coup considérée comme non conforme. On a donc l'utilisation, du logo avec Marianne, donc la mention ministère du Travail qui est réservée à l'État uniquement. Le deuxième à droite, donc on est sur l'ancienne version, du logo Calliope qui a détaillé Afida à plusieurs reprises. Ensuite, d'ajouter une transparence au logo, c'était, non plus quelque chose qui n'est pas permis. De changer la typographie, non plus, changer la couleur ou, soit changer la couleur du texte ou changer la couleur de la coche qu'on a à droite. Appliquer un effet au logo, donc là on a un effet 3D, ou ça peut être autre chose, hein, c'est donc quelque chose qui est non conforme également et de déformer. Alors la déformation, c'est quelque chose qui peut arriver involontairement, mais soyez attentifs à ne pas faire cette erreur puisque là, on voit que, le le logo a été, retouché, qu'il est un peu plus étroit. Donc gardez-le, de manière, avec les bonnes dimensions pour vous éviter ce type d'écart. Ensuite, donc on retrouve, une communication conforme cette fois-ci, avec la présence du périmètre de certification qui est introduite par la phrase qui est elle aussi obligatoire, donc à intégrer en dessous du logo, donc entre guillemets
la certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'actions suivantes et là, lister, les catégories qui sont concernées par, dans ce périmètre. Et enfin, le dernier point, donc on retrouve, cette mention obligatoire où vous retrouvez bien les mentions d'espacement, que vous avez sur, le logo et pour les établissements, d'enseignement supérieur, il me semble que c'est une évolution qui a été apportée, dans le référentiel, où ces organismes-là, vont avoir l'autorisation eux aussi, de communiquer sur, la certification Qualiopi. Alors, on est arrivé à la fin de, cette partie d'utilisation de, la certification Qualiopi. On va pouvoir, conclure avec, la présentation de ICPF de manière synthétique, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, qui souhaiteraient faire appel à nous dans le cadre de leur, évolution dans leur démarche qualité. Alors ICPF, va se distinguer avec, 5 valeurs principales. Donc on l'a mentionné à plusieurs reprises, il y a la plateforme Noé, qui est un outil digital qui permet de simplifier votre démarche. Le fait qu'on existe depuis 30 ans, qui avec ce focus sur le secteur de la formation et du conseil, une équipe, de salariés, avec la spécificité d'auditeurs. Ce n'est pas le cas de tous les certificateurs. Afida peut en témoigner d'ailleurs, puisqu'elle fait partie de ce staff d'auditeurs. On est aujourd'hui 16 auditeurs en interne, et épaulés par, également une équipe d'auditeurs sous-traitants pour pouvoir intervenir sur l'ensemble du territoire, que ce soit, en Île-de-France, en région ou alors dans les DOM-TOM, pour, certaines demandes. Le service client qui est accessible sur Noé et le site internet. Et enfin, ce réseau de professionnels que vous pouvez rencontrer, comme aujourd'hui via un webinaire ou via des événements physiques comme les networking et encore via le Club DBE, qui a une association indépendante de SCPF, mais qui a aussi un objectif de vous rassembler entre professionnels. Et enfin, donc sur les offres de certification, on a parlé en majorité de la certification Qualiopi aujourd'hui. Vous en avez d'autres, donc avec la certification pro qui permet aujourd'hui de faire reconnaître, l'expérience d'un intervenant, donc formateur ou consultant avec d'autres fonctions en fonction de son expérience, mais aussi de son domaine d'intervention, les certifications ISO et des options qu'on va retrouver avant et après la certification, pour, vous permettre de gagner en sérénité dans votre parcours ou de continuer à faire vivre votre certificat, en fonction du référentiel sur lequel vous êtes positionné. Alors on approche la fin de la présentation, on va avoir une dernière slide sur la conclusion. Donc pour vous, de manière synthétique, pour résumer, Qualiopi, c'est en tant qu'organisme certifié, c'est une marque, que vous utilisez à l'aide d'un certificat, à l'aide, d'un logo et sur différents canaux qui vous sont, à disposition et différents supports. C'est aussi, une marque qui va pouvoir être utilisée pour être appliquée sur votre communication générale, bien la différencier de la communication qui va être faite pour une action de formation en particulier et c'est aussi une utilisation qui va être, vérifiée par l'auditeur dans le cadre des audits de surveillance et de renouvellement. Donc assurez-vous d'avoir une utilisation conforme avec notamment, la présence, de votre logo Qualiopi sur votre site internet et ou dans vos locaux, qui est une évolution, de, la certification qui est maintenant obligatoire, si vous en avez bien sûr. On approche maintenant donc la séance de questions-réponses, donc c'est le dernier temps de ce webinaire. Je vais faire quelques rappels avant d'y passer. Donc, vous avez, comme on l'a répété à plusieurs, reprises, l'accès, au support de présentation ainsi qu'au replay qui vous sera donné depuis un questionnaire de satisfaction. Ce questionnaire, vous le recevrez à la fin de la présentation. Une fois que on aura mis un terme, vous le recevrez par email et vous avez donc différents accès pour, prendre rendez-vous avec soit des assistants à la certification, effectuer une demande sur la plateforme Noé ou nous contacter depuis, le service client pour aborder différents aspects de votre démarche.
Pour les personnes qui souhaitent donc, reprendre, leur parcours de certification, s'engager dans Calliope, nous avons une équipe d'assistants à la certification de disponibles. Donc, vous les avez sous les yeux. Vous avez 3 personnes à temps plein qui sont là pour vous assister dans vos démarches. Donc, Ania, Christophe et Maria, donc joignables au 01 82 83 56 40 ou, en prenant un rendez-vous. On va partager un lien pour le faire. Alors, on va maintenant donc s'arrêter sur les questions. Afida, je vois que tu as partagé une question là sous nos yeux. Est-ce que tu souhaites l'aborder ou peut-être c'est une fausse manipulation de l'outil? Ah, je pense que c'est une fausse manipulation de l'outil, mais on va en profiter pour, Alors, peut-être qu'on l'avait déjà vu. Alors, voilà, elle est partie. C'était concernant des écarts oui, tout à fréquents. fait. C'était sur le cumul des écarts pour l'usage de la marque. Si par exemple, de ce que je comprends de la question, s'il y a l'absence de la catégorie d'action et un usage sur des supports liés à la communication spécifique à une action de formation, est-ce que les non-conformités se cumulent? Donc non, on a une seule non-conformité à l'usage de la marque. Par contre, cette non-conformité reprendra tous les points non conformes. Donc, il faudra corriger tous les points non conformes pour lever cette non-conformité et cette unique non-conformité. Ça rejoint aussi une question de Marie qui nous demandait si le délai de 15 jours concernait aussi les non-conformités mineures et majeures. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de non-conformité. Il y a la non-conformité à l'usage de la marque et il y a la non-conformité au plan qualité, donc sur un indicateur. L'usage de la marque, le délai de traitement, lui, il est régi par le règlement d'usage de la marque qui appartient au gouvernement, à l'État, et les non-conformités aux indicateurs, elles sont régies par le guide de lecture du référentiel national qualité. Donc pour le guide de lecture, pour les indicateurs, c'est 1 mois pour les mineurs, 3 mois pour les majeurs, et pour la marque, c'est 30 jours en première intention, puis suspension et 15 jours supplémentaires si ça n'a pas été traité en première intention. Alors, question suivante de Marie. De manière concrète, concernant une utilisation conforme du logo Calliope, il est parfois délicat de faire la différence entre la position du logo, qui concernerait une formation, et un organisme. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de conformité et de non-conformité? Alors, la communication entre une communication générale pour votre organisme et une communication pour une action de formation, elle est assez simple. Vous pouvez avoir une communication générale de votre organisme associée à une communication sur une action de formation. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas apposer le logo Calliope. C'est sur la même page, vous mentionnez les deux informations. Par exemple, une proposition commerciale sur laquelle en première partie vous parlez de votre organisme et en seconde partie vous parlez de la proposition commerciale à proprement parler. C'est une communication générale et uniquement générale. Donc vous parlez de votre organisme, de qui vous êtes, ce que vous proposez, où vous êtes, qui compose votre équipe, c'est conforme. Si vous parlez d'une action de formation ou du bilan de compétences ou de la VAE pour obtenir le titre RNCP en particulier, là, vous êtes en non-conformité si vous y apposez le logo. Alors une, question de Anne-Marie, qui a été posée, je pense, en début de présentation. L'audit de renouvellement, porte sur quelle période? À partir de l'audit initial ou à partir de l'audit de surveillance? Alors, un audit, la périodicité de l'audit de renouvellement est effectuée sur la période qui s'est écoulée depuis le dernier audit. Donc, depuis l'audit de surveillance. Donc, c'est la période entre l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement qui est échantillonnée pour votre audit de renouvellement. Et d'ailleurs, c'est un réflexe à avoir, enfin peut-être pas un réflexe, mais c'est une logique à avoir pour tous les audits. Dès que vous avez un audit et vous posez la question: «Quelles sont les actions concernées que je vais devoir présenter?» Ben, vous reprenez tout ce qui s'est passé depuis l'audit qui a eu lieu précédemment. Donc si vous avez un audit de surveillance, ce sera tout ce qui s'est passé depuis l'initial, et donc là, comme Afida l'a dit, si c'est renouvellement, vous prenez tout ce qui s'est passé depuis, la surveillance. Vous revenez un cran avant, pour retrouver toutes les actions et savoir, à partir de quoi vous devez préparer l'audit.
Alors une question de Laure, il me semble que j'ai vu alors soit je l'ai vu 2 fois ou qui était posée différemment par 2 personnes. Peut-on indiquer sur notre site internet, charte et cetera, une simple mention certificat Lopi sans mettre le logo? La réponse est oui. En revanche, vous devez tout de même indiquer, le périmètre de certification, puisque si vous utilisez la mention Calliope, heu, là encore, on aura besoin de savoir sur quel périmètre, donc ça va être, là où les catégories d'action. Mmh. Il y a une phrase type d'ailleurs dans le plan de communication du certifié qui est mis à votre disposition. Si vous voulez communiquer à l'écrit sans, utiliser la marque, il faudra toujours préciser que l'organisme est certifié et pas mettre juste certifié Calliope, parce que ça pourrait laisser entendre que la formation est certifiée Calliope, or ce n'est jamais le cas. Alors une question qui vient d'être posée par Catherine, si une présentation sur la page 1 est consacrée à l'OF certifié et les autres sur une page formation spécifique, peut-on mettre le logo Calliope sur cette première page? Alors c'est ce que, la réponse est oui, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. En fait, on parle du catalogue de formation où, dans ce document-là, on va avoir un ensemble de prestations qui va être, détaillé. En revanche, la première page sert bien, de formation de présentation générale. Donc première page, logo et ensuite tout ce qui va suivre, on pourra pas utiliser le logo puisque ça va être vraiment spécifique à une action, de formation. Je regarde s'il y a d'autres questions, qu'il y a Oui, eu je suis en beaucoup de train de faire de votes. même. Alors pour l'instant, les questions qui ont été les plus votées, ont été traitées. Là, ce qui nous reste, c'est surtout des questions avec, 1 ou 0 vote. Donc pour les personnes qui n'ont pas eu de réponse et qui en souhaitent, je vous invite à voter pour ces questions pour qu'elles puissent remonter et qu'on sache qu'elles vous intéressent. Parce que là, on est en train de faire le tri. Alors, j'ai un doute si tu l'as déjà traité, Afida, parce que ça me Mmh. dit quelque chose. Une question de Marie: «Pouvez-vous, s'il vous plaît, confirmer que le délai défini pour apporter la correction d'une non-conformité mineure, concernant l'utilisation du logo Calliope de 15 jours? Pouvez-vous indiquer, le délai en cas de non-conformité majeure? Merci par avance». Oui, j'ai peut-être pas été assez précise, sur ce point, ça me permet d'apporter une précision. Une non-conformité à l'usage de la marque est toujours majeure. Il y a pas possibilité de minorer la non-conformité. C'est toujours une non-conformité majeure et le délai est de 30 jours pour traiter. Si au-delà des 30 jours, vous n'avez pas traité, et levé cette non-conformité, le certificat est suspendu et un délai supplémentaire de 15 jours vous est accordé avant retrait définitif de la certification. Alors une question de Myriam, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Alors, je viens de la perdre des yeux, elle a bougé. Ah, voilà. Si l'adresse mail d'usage est une adresse qui sert à transmettre programmes, conventions et certificats de réalisation, faut-il éviter la marque? Alors, on peut mettre le logo en signature de mail, uniquement en signature de mail. Et donc, peu importe le mail que vous envoyez, c'est la signature de mail. Si c'est sur la signature de mail, pardon, que vous apposez le logo, c'est conforme, quel que soit l'usage que vous faites de la boîte mail. Que ce soit pour envoyer des documents spécifiques, des documents généraux, ou même pour juste dire bonjour à un collègue, la signature mail avec l'usage du logo est conforme. Alors je vois une question, qui a été posée sur un autre sujet, donc par Jean-Pierre sur la sous-traitance. Donc si je confie 2 heures d'intervention à un expert dans le cadre d'une session de formation continue qualifiante, cet expert doit-il avoir un NDA et un contrat de sous-traitance? Alors, tu peux la relire. Ah oui, si je confie 2 heures d'intervention à un expert dans le cadre d'une session de formation continue qualifiante, donc je suppose certifiante, cet expert doit-il avoir un NDA et un contrat de sous-traitance? En effet, si c'est un intervenant dans le cadre de la formation,
il doit avoir un NDA et un contrat de sous-traitance. Tout dépend comment vous construisez cette intervention de l'expert. Mais en effet, s'il fait une session de 2 heures sur telle partie du programme, c'est un formateur. Une autre question sur la sous-traitance, une question de Yves. Une co-animation doit-elle être considérée comme une sous-traitance? Une co-animation, si elle est faite avec un intervenant extérieur, oui. C'est l'intervenant extérieur et votre sous-traitant, vous lui confiez tout ou partie d'une mission. Tout dépend comment vous contractualisez. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auditeur, ce qu'il va vous demander, c'est comment a été contractualisé. Est-ce que c'est un CDD d'usage? Est-ce que c'est un contrat de prestation? Est-ce que c'est du portage salarial? Et c'est de là que va être déterminée l'application ou non de l'indicateur 27. Une question de Catherine. L'organigramme de l'OF doit-il être communiqué au public et à l'auditeur avant l'audit ou simplement disponible au titre des preuves de l'indicateur 18? Alors, pour répondre à cette Alors, question, oui, vas-y. L'organigramme, il doit être communiqué au certificateur lors de la demande d'audit. Donc, vous le communiquez à ICBF lors de votre demande d'audit, que ce soit initiale, surveillance ou renouvellement. Ensuite, il peut également faire l'objet d'éléments de preuve lors de votre démonstration. Dans le cadre de Calliope, il n'y a aucune exigence de communication auprès du public de l'organigramme. Alors, je suis en train de jeter un œil sur le chat. Je rappelle aux personnes qui poseraient des questions dans le chat de bien le faire dans les questions pour qu'on puisse y répondre. Je vois une remarque d'Antoine qui indique question sur le logo Calliope et les catalogues de formation. Je croyais que si le catalogue porte sur l'ensemble de nos formations, on peut bien mettre le logo. Mais dans votre tutoriel, on trouve le contraire, on dirait. Alors, tout dépend ce que vous entendez par tutoriel, mais en tout cas, ce qu'on a indiqué pendant le webinaire, c'est bien que, sur la première page, de couverture, vous pouvez apposer ce logo avant même de rentrer dans le détail de vos actions de formation. En tout cas, si vous avez trouvé une information contraire, je vous invite à nous dire où vous l'avez trouvé pour qu'on puisse, apporter éventuellement une modification. On a une question aussi de Candice, donc on sort un peu du cadre de l'usage de la marque. Si j'ai un salarié qui fait de la formation, mon NDA le couvre-t-il? Alors, le couvre-t-il? Je pense que votre question, c'est est-ce que votre salarié a besoin d'avoir son propre NDA? Non, les salariés n'ont pas besoin d'avoir deux NDA pour intervenir. C'est le NDA de l'organisme de formation. La sous-traitance, c'est faire appel à un sous-traitant, donc à un autre organisme pour tout ou partie. Et donc, ce sous-traitant doit avoir son propre NDA. Alors, question de Suzanne, la certification peut-elle être suspendue lors de l'audit de surveillance? Alors, il n'y a pas l'auditeur ne prend pas de décision. Il ne décide pas de maintenir, suspendre ou retirer la certification en aucun cas lors de l'audit. L'auditeur, il émet un avis favorable ou il vous renvoie le dossier pour correction, traitement des non-conformités et c'est la direction technique et uniquement la direction technique d'ICPF qui prend la décision de suspendre un certificat. Donc, en aucun cas, durant un audit ou à la réunion de clôture de l'audit, on vous dira votre certificat, je suspends votre certificat. Ça, l'auditeur n'en a pas la possibilité. Alors, je vois une question et je vais avoir du mal à répondre puisque je manque de contexte. Une question de Florence. Pourquoi les auto-entrepreneurs n'ont pas été audités en tant que sous-traitants? Alors, peut-être que Afida, tu vois Alors, de quoi elle je veut pense que parler. vous faites référence aux micro-entreprises qui ont obligation d'être certifiées Calliope dans le cadre des formations financées par le CPF si leur chiffre d'affaires dépasse les 77 000 euros. Et donc, si votre auto-entrepreneur n'entre pas dans ce cadre-là, il n'a pas d'obligation d'obtenir une certification Calliope.
Et encore sur le sujet de la sous-traitance, donc qu'en est-il des sous-traitants hors France? Donc il y a une FAQ qui doit sortir, par le ministère du Travail pour, éclaircir cette situation, Mmh. et au vu des derniers échanges que j'ai eus avec, certains membres du ministère du Travail, dans le cas où un donneur d'ordre fait appel à un sous-traitant en dehors du territoire français, c'est le code du travail qui prévaut, puisqu'on est bien sur, le territoire français. Donc c'est le territoire français, sur lequel s'applique, le contrat de sous-traitance et donc on reprend les mêmes obligations, du fait de ce décret sous-traitance. À savoir que le sous-traitant doit avoir un NDA et doit, avoir la certification Qualiopi, si, il est dans les conditions, comme on les a vues, de statut et de chiffre d'affaires. Alors on a déjà rencontré cette situation. Heu, Si le sous-traitant est donc à l'étranger, il doit pouvoir justifier d'une adresse en France, donc d'avoir une personne, en France, qui va pouvoir, lui permettre de faire sa demande de NDA et ensuite d'entrer dans, la démarche de certification Qualiopi. Alors, une, question qui vient d'être posée par Active Formation: «Pour les Mmh. salariés qui n'ont pas de NDA, y a-t-il une limite d'heures pour dispenser une formation?» Ben, non. Une limite d'heures pour dispenser une formation? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit intervenir à minima, 1 journée, 2 journées? Il n'y a pas de limite définie, par le référentiel national qualité qui impose que l'intervenant interne doit à minima ou au maximum intervenir, au-delà ou, jamais en deçà d'un certain nombre d'heures. Alors, on a une autre question, j'aurais donné la même réponse, on va voir si c'est le cas. Question de Anaïs: «Concernant la date de mise à jour des documents, doit-il obligatoirement comporter le mois et l'année heu, ou est-ce possible de mettre l'année uniquement? Dois-je inscrire mise à jour ou date de création avant de renseigner la date?» Parce qu'il me semble pas qu'il y ait de notion de ce type dans le référentiel. Non, à l'indicateur 1, il est exigé que l'information soit datée et actualisée. Il n'y a pas plus de précision à l'indicateur, 1 sur, le fait que la communication est datée et actualisée. Donc à vous de voir ce qui est, le plus, pertinent pour démontrer que vous avez bien daté et actualisé votre communication dans le cadre de l'indicateur 1. Alors, je réponds à Florence, donc qui souhaite trouver, le logo Calliope au format JPEG ou PDF, et je vous confirme qu'il est bien disponible sur la plateforme Noé. En tout cas, si vous êtes, bien, un organisme certifié chez CPF et donc pour le retrouver, vous accédez donc à la plateforme sur l'onglet certification. Vous sélectionnez votre certificat ensuite et vous avez ensuite un bouton, «Voir les documents de marque» sur lequel vous avez un accès à un dossier et dans ce dossier, vous aurez donc, le logo Calliope. Ça a été Alors, traité. il me semble qu'on a traité l'ensemble des Mmh. questions. On a encore quelques Oui, j'en questions, vois mais pas. qui portent sur, la sous-traitance donc Mmh. comme ce n'est pas le sujet du jour, je vous invite plutôt à nous les poser, ou à l'occasion du webinaire de la semaine prochaine qui portera sur cette thématique. On a également des ressources sur notre site internet, qui concernent cette thématique, que ce soit des pages ou des articles ou encore s'il y a des questions plus précises sur, des engagements en tant heu, que formateur sous-traitant ou alors si vous êtes donneur d'ordre et que vous hésitez à demander à vos sous-traitants de s'engager, contactez-nous, par téléphone, on pourra, heu, aborder donc l'ensemble de cette situation. Alors Afida, il me semble que tu avais vu une question?
Je l'ai perdu. Ah, c'est vrai que ça défile, on peut Oui, les perdre parfois. quand vous votez, ça les donc je regarde dans le chat si on n'a pas des questions qui ont été posées, heu, par erreur. Est-il possible de signature? Il me semble, on l'a vu déjà. Donc le report sera-t-il transmis à l'issue du webinaire? Oui. À la fin du questionnaire satisfaction, vous avez le lien de téléchargement vers le support, et sur le support, vous aurez les liens cliquables vers les articles qui vous ont été cités pour aller plus loin. Il y avait une question par rapport au kakémono, il me semble. Oui, J'arrive pas à la oui, retrouver. tout à fait. Hem, Je l'ai vu passer, mais là, je l'ai plus sous les yeux, en effet. Donc vous vous avez bien, pouvez c'est ça, utiliser le ouais. logo Mmh. Calliope sur les kakémonos, du moment que le kakémono répond bien à l'exigence première qu'on vous a dit et répétée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il concerne une communication générale de votre organisme. Si c'est un kakémono qui définit le programme de formation phare, pas de logo Calliope. Bon, on va s'arrêter sur cette dernière réponse. Donc je rappelle aux personnes qui, souhaitent encore avoir des informations sur, d'autres aspects de la démarche Calliope et non sur, l'utilisation du logo, qu'on est joignable, depuis notre service client, donc sur le site internet ou la plateforme Noé. Par téléphone, vous avez, le numéro qui s'affiche ou encore sur rendez-vous. Donc je vous partage une dernière fois, le lien pour la prise de rendez-vous et donc je vais vous souhaiter une, bonne fin de journée. Merci à toi Fida d'avoir, participé. Merci à vous d'avoir été présent jusqu'à la fin, donc sur cette thématique de l'utilisation de la marque Calliope. Donc j'espère que pour les personnes présentes non certifiées Calliope, on vous a donné envie de vous engager dans la démarche de certification et d'aller, saisir ces opportunités de business auprès de différents publics visés, et pour ce qui est des organismes déjà certifiés, d'avoir une vision plus claire sur l'utilisation de la marque de manière conforme. Afida, je te laisse ajouter quelques mots avant qu'on mette un terme à la présentation. Oui, mais merci en tout cas pour votre attention, pour les questions, pertinentes que vous avez posées et qui ont pu, permettre à tous les participants d'avoir, des réponses concrètes sur des usages pratiques, de la marque. C'est souvent, ce qui revient le plus, c'est comment faire? Est-ce que j'ai le droit de faire ceci ou cela? Et je pense que, les réponses apportées aujourd'hui aux questions des uns et des autres ont permis de nourrir, tous les participants. Donc merci pour ces questions pertinentes et d'avoir fait avancer ce webinaire pour vous apporter un maximum d'informations, et j'espère vous retrouver bientôt en audit pour passer ensemble les 600, les 700, voire les 1000 audits. Toujours plus haut. Toujours. Merci Afida, merci à tous et à toutes et à bientôt. Au revoir.